Ma communication s'intitule La parole du maître, une approche pragmatique. Je commencerai par déclarer mes présupposés. C'est à travers le prisme de la philosophie du langage et particulièrement de la pragmatique contemporaine que j'ai choisi de m'intéresser à cette figure du maître qui fait l'objet de notre rencontre. Deux raisons à ce choix. La première, c'est la volonté de rester dans les limites de mon champ de compétences, la philosophie du langage. La seconde, plus importante pour notre propos, c'est que deux choses contribuent également à construire la figure du maître, son exemple et sa parole. Il est vrai que les deux ne vont pas nécessairement de pair. Les taoïstes, par exemple, pratiquaient la pédagogie silencieuse, charge aux disciples de s'élever à la hauteur du maître par l'observation, la pratique de son exemple, le retour sur soi et l'apprentissage de ces techniques de soi qui étaient si chères à Foucault. Mais avec Socrate déjà, l'exemple et la parole sont indissociables. Si l'exemple inspire, c'est par la parole qu'il libère, c'est-à-dire qu'il opère cette purgation des âmes qui les rend propres à acquérir un véritable savoir. On sait l'importance culturelle qu'a revêtue en Occident la figure de Socrate qu'on se plaît à invoquer dès lors qu'il est question d'éducation, de pédagogie et d'enseignement. Et ce qu'on invoque alors, c'est certes moins l'exemple que la parole. Une parole qui ébranle les certitudes, qui interroge, et qui, en circulant, rappelons que Socrate n'a jamais eu de disciples mais des interlocuteurs, permet aux non-savants, sinon de s'élever au vrai, du moins de se disposer selon la vérité, pour reprendre la belle expression d'Alain. Or, la figure du maître apparaît aujourd'hui fragilisée, contestée, quand ce n'est pas purement et simplement rejetée, et cela au sein même de l'institution qui en avait fait son instrument privilégié, l'école. La parole du maître a aujourd'hui toutes les caractéristiques d'une parole en crise, et cette crise de la parole enseignante, qui semble résister à tous les systèmes et qui ressurgit à chaque réforme, pourrait n'être que le symptôme d'une autre plus profonde qui affecterait la rationalité éducative elle-même. C'est ici précisément que le détour par la pragmatique pourrait s'avérer fécond, et cela doublement. D'abord en nous permettant de faire retour sur la parole enseignante, saisie non plus seulement dans les diverses modalités de son déploiement, mais au plan même de ses conditions constitutives, c'est-à-dire avant tout en tant que relation interlocutive. Ensuite, et peut-être surtout, en ouvrant la perspective d'une véritable critique de la raison éducative, qu'on pourrait concevoir comme un simple prolongement spécifié à une relation particulière, la relation pédagogique, de cette critique de la raison communicative dans laquelle la pragmatique contemporaine et celle de Francis Jacques en particulier sur laquelle je m'appuierai a culminé. Le programme que je souhaiterais esquisser dans cette présentation sera donc le suivant. D'abord, voir quel éclairage la pragmatique permet de jeter sur la crise de la parole enseignante. De là, préciser en quoi sa contribution pourrait s'avérer essentielle pour repenser la rationalité éducative. Enfin, regardez ce que devient la figure du maître quand on l'envisage à cette aube. Mais avant d'en venir là, il convient de dire quelques mots du point de vue pragmatique en philosophie du langage. Pour des raisons évidentes de temps, j'irai à l'essentiel pour mon propos, c'est-à-dire la contribution de Francis Jacques. Les approches que j'appellerai pour faire vite classiques en philosophie du langage ont ceci de commun de demeurer centrées sur une conception de l'activité linguistique dont les traits les plus saillants restent le caractère monologique et intentionnel. Quand bien même c'est de l'interaction linguistique que l'on prétend s'occuper, on la conçoit comme le produit de deux intentions ou volontés singulières, soucieuses certes de se rencontrer, mais pas toujours certaines d'y parvenir. Car le croisement de deux monologues ne fait pas encore un dialogue, et à tout centrer sur le vouloir dire du locuteur, ce que fait nécessairement un modèle dans lequel comprendre consiste simplement à reconstituer inférentiellement ce vouloir dire, on perd de vue que la communication n'est ni un simple transfert, ni un simple échange, mais bien une mise en commun. Or, à fixer des rôles distincts pour chacun des partenaires, un locuteur, un allocutaire, à leur associer des tâches symétriquement opposées, l'un signifie, l'autre comprend ou interprète, à faire porter à chaque fois au seul locuteur, et en dépit de l'alternance des tours de parole, la charge de la production du sens, à figer de surcroît ces oppositions dans des cadres sociaux qui assignent de manière fixe leur place aux différents protagonistes, on risque de proche en proche de réduire la communication
soit à un miracle permanent, soit à un malentendu généralisé. Il ne suffit pas pour honorer pleinement la dimension pragmatique de prendre l'interaction pour objet. Si les principes d'analyse eux-mêmes ne sont pas en quelque manière déjà interactionnels, on risque de réduire la communication à certaines de ses modalités seulement, l'échange ou le transfert, qui sont peut-être aussi ses modalités les plus pauvres. C'est le mérite de Francis Jacques d'avoir attiré l'attention sur ces difficultés et de s'être efforcé d'introduire en philosophie du langage des principes d'analyse qui ne réintroduisent pas subrepticement la perspective monologique jusque dans l'étude de l'interaction. Si la signification se communique, c'est qu'elle se produit entre nous, et il s'agit de faire place à cet inter de l'interaction qu'on occulte trop souvent. Pari philosophique audacieux, doublé d'un défi conceptuel à la mesure des ambitions avouées, rien moins que la mise au jour des conditions constitutives de la communicabilité par signe dans une pragmatique interactionnelle à portée transcendantale. Repartant de la situation originaire de signification, Jacques établit qu'elle engage solidairement trois ensembles de conditions définissant ce qu'il nommera les axes de la signifiance, cette dernière elle-même désignant le processus dynamique dans lequel et par lequel les significations sont conjointement produites. Ces conditions sont les suivantes. D'abord, une condition de différence, la signification requérant la mise à disposition d'un matériau signifiant constitué d'un système de signes différenciés, distribués selon différents niveaux d'organisation sémiotique, semblables ou homologues lorsqu'il ne s'agit pas d'un symbolisme qui est une langue naturelle, à ceux que la linguistique s'emploie de son côté à mettre en évidence pour les langues naturelles. Condition de référence ensuite, car parler, c'est parler de quelque chose. Une chose qui, quelle que soit d'ailleurs sa nature, relève le plus souvent, bien qu'il existe aussi des usages métalinguistiques, du champ qu'il est convenu d'appeler extralinguistique. Enfin, et c'est en ce point que porte l'innovation fondamentale de Jacques, parler n'est pas seulement parler à quelqu'un, mais parler avec quelqu'un. Non pas simple destinataire d'un message relevant tout entier de l'initiative sémantique du locuteur, mais interlocuteur, partenaire d'un processus conjoint de production de sens, c'est la condition d'interlocution. Pour comprendre comment quelque chose peut se dire entre nous, la bonne formule selon Jacques n'est pas E produit X comme signe de Y, ni même E produit et R reçoit X comme signe de Y, mais bel et bien L1 et L2 collaborent par confrontation épistémique et acte de langage à produire X comme signe de Y. Le dialogisme, concept central de la pragmatique de Jacques, désignera alors cette propriété de la signification d'être produite entre des instances énonciatives en relation interlocutive en référence à un monde à dire. Changement de perspective. La relation ne procède plus du bon vouloir individuel des locuteurs comme individus parlants. Ceux-là ne sont que les supports de la relation, à distinguer de ces termes, savoir des interlocuteurs comme instances énonciatives produites par la relation interlocutive elle-même, relation inaugurée par et subordonnée au maintien de ce que Jacques nomme le couplage relationnel. C'est selon Jacques, faute de distinguer les termes et les supports de la relation, qu'on aborde le plus souvent l'interaction elle-même dans une perspective qui reste monologique, et que l'on considère que c'est l'individu parlant, avec ses intentions de sens et de communication, qui est premier. Pour Jacques, à l'inverse, c'est la relation qui est première, et la reprise des grandes problématiques philosophiques traditionnelles que le linguistic turn avait rendues possibles par leur reformulation sub specie linguae, Jacques la reprend et la prolonge, en rendant possible cette fois-ci, pour certaines d'entre elles au moins, leur reformulation sub specie relationis. Je fais ici le pari que cet appareil conceptuel novateur peut être mis à contribution avec profit dans l'élucidation de la crise de la parole enseignante et plus généralement de la rationalité éducative dont témoigne l'érosion contemporaine de la figure du maître. L'érosion de la figure du maître serait-elle donc, et en quoi serait-elle donc l'indice d'une crise de la rationalité éducative ? La crise récurrente qui affecte notre système éducatif et que les différentes réformes échouent régulièrement à surmonter
incite à penser qu'il faut entreprendre de refonder la relation éducative elle-même, mais qu'il convient de le faire en prenant acte du contexte radicalement nouveau dans lequel elle se déploie aujourd'hui. Car la nouvelle donne à partir de laquelle doit se penser et se construire désormais la relation éducative se caractérise par la prégnance de 3 paramètres principaux que les pères fondateurs de l'école de la République pouvaient à bon droit ignorer, mais avec lesquels il faut désormais compter. La dilution des savoirs d'abord, l'érosion de l'autorité ensuite, et l'irruption de la violence enfin. Dilution des savoirs, car il faut bien convenir que l'école n'a plus désormais le monopole de la transmission des savoirs et de l'accès à la culture. D'un côté, parce que les médias constituent aujourd'hui le principal, sinon l'unique moyen d'accès à l'information, à la connaissance et à la culture d'un nombre croissant d'individus. D'un autre côté, parce que le foisonnement d'innovations technologiques à quoi nous sommes confrontés met régulièrement à notre disposition de nouveaux médias qui changent nos habitudes en développant notamment de nouveaux modes d'accès au savoir et à la culture qui viennent bouleverser, voire concurrencer la forme traditionnelle de la transmission des savoirs disciplinaires dans une relation enseignant-enseigné qui reste le plus souvent, quoi qu'on en ait, unilatérale. Érosion de l'autorité ensuite, que révèle assez le malaise du corps enseignant, malaise qui s'exacerbe parfois en un véritable désarroi pour ceux notamment qui sont confrontés quotidiennement à l'irrespect, à l'incivilité, aux agressions verbales et parfois pire. Sans doute la belle maxime de Durkheim, selon laquelle l'autorité morale est la qualité maîtresse de l'éducateur, demeure-t-elle vraie du point de vue de l'individu. Mais du point de vue de la relation éducative, elle risque de devenir un vœu pieux dès lors que fait défaut cette contrepartie sans laquelle l'autorité n'est qu'un vain mot, la reconnaissance de ceux envers qui elle s'exerce. Or, la dilution des savoirs que j'évoquais à l'instant a pour premier effet que la parole du maître ne fait plus seule autorité de s'appuyer simplement sur une compétence disciplinaire érigée en son temps par le système en meilleur garant de l'autorité, justement. Enfin, il n'est sans doute pas de meilleur symptôme de cette érosion de l'autorité que l'irruption de la violence, qui, sous les formes les plus diverses, fait désormais trop souvent partie intégrante de la réalité éducative. Ces malaises internes qui affectent le système éducatif, sous la triple forme donc de la dilution des savoirs, de l'érosion de l'autorité et de l'irruption de la violence, sont à l'évidence les corrélats des limites et carences que le système accuse aujourd'hui sur chacun des 3 axes qui définissaient pourtant ses missions principales et lui conféraient jusqu'ici l'essentiel de sa légitimité, à savoir la réduction des inégalités, l'intégration et la transmission des savoirs. Mais quand la structure et le fonctionnement d'un système deviennent les principaux obstacles à l'accomplissement des missions qu'il se donne et des ambitions qu'il avoue, ce système entre en crise. Aussi n'est-il peut-être pas erroné de penser que nous sommes confrontés aujourd'hui à une véritable crise de la rationalité éducative elle-même, qui, en certaines de ses dimensions au moins, avoue désormais ses limites. C'est que la rationalité éducative qui continue de sous-tendre le système éducatif reste en fait traversée par un certain nombre de schèmes dont la pertinence et la validité ne vont plus désormais de soi. C'est le cas, par exemple, du rapport à la tradition. Si chaque génération a pour tâche l'éducation de la suivante, du fait, nous dit Kant, que l'espèce humaine est obligée de tirer peu à peu d'elle-même par ses propres efforts toutes les qualités de l'humanité, il faut bien ménager une solution de continuité entre un passé sur quoi on se règle, un présent sur quoi on travaille et un futur vers quoi on tend. Tel était jusque-là le rôle dévolu à la tradition dans la double forme des savoirs dits constitués et des valeurs régissant cette forme de vie réputée préférable qu'il s'agissait de faire advenir par l'éducation morale et civique notamment. Mais comment assurer, comment maintenir une semblable continuité dans une société de moins en moins informée par la tradition et où la forme de vie réputée préférable ne fait plus consensus? Même difficulté s'agissant cette fois des rapports de pouvoir dans l'école, comme toute institution est le lieu, et qui demeure marqué par une conception que j'appellerais verticale, moi aussi, du pouvoir. Qu'il s'agisse des rapports hiérarchiques régissant l'ensemble de la communauté éducative ou simplement de la relation enseignant-enseigné,
on reste dans une structure de pouvoir où l'autorité et la puissance demeurent l'apanage de certains, charge aux autres de s'y soumettre. Du côté de la relation enseignant-enseigné, c'est toujours dans la compétence reconnue parce que sanctionnée par des diplômes nationaux dans un certain domaine disciplinaire que l'enseignant trouve ou croit trouver le fondement de son autorité et la légitimation de son action. Du côté de la relation des élèves aux autres instances de la hiérarchie éducative, c'est dans le monopole de la sanction qu'on en trouverait vraisemblablement l'inspection institutionnelle la plus claire. C'est donc dans la forme d'un double monopole des savoirs et du pouvoir de contraindre, que l'institution continue de réguler en son sein à la fois les jeux de langage et les jeux de pouvoir qui sont caractéristiques de la communauté éducative. Alors même, et c'est le point, qu'on ne trouve plus désormais du côté de ce qu'on appelle les bénéficiaires, cette adhésion fondée ou censée l'être sur le prestige du savoir, ni cette confiance dans l'aptitude de l'école à satisfaire les attentes sociales des jeunes et de leurs parents, que ce soit en termes d'intégration, d'ascension sociale ou, de plus en plus, d'employabilité. Même constat enfin concernant la pédagogie et la didactique elle-même. Quand bien même on s'en défendrait en arguant d'expériences plus ou moins innovantes et plus ou moins réussies, mais toujours circonscrites, on continue majoritairement d'attendre des élèves qu'ils produisent, comme le disait joliment Jacques, des réponses données par d'autres à des questions fournies par d'autres, avec le risque de réduire les savoirs à un ensemble de contenus détachables, pour ainsi dire, un simple corpus d'informations qu'il n'y aurait qu'à collecter, tendance encore accrue par l'effet des nouvelles technologies, pour lesquelles l'information n'est plus qu'un produit qui circule et que l'on consomme. C'est donc la rationalité éducative elle-même qu'il conviendrait de repenser, et peut-être, c'est du moins ma suggestion, conviendrait-il de le faire et gagnerait-on à le faire en se tenant au plus près des suggestions d'une pragmatique bien comprise. Qu'est-ce à dire ? Sur la question de la tradition d'abord. L'érosion de l'autorité de la tradition, en même temps que du consensus sur une forme de vie réputée préférable, place désormais l'éducateur et l'éduqué dans une situation où on ne parle plus d'emblée la même langue. La relation pédagogique ne peut plus dès lors se ramener ni à un simple transfert, ni à un simple échange, lesquels présupposent un code et un contexte qui soient d'emblée communs. Or, la pragmatique interactionnelle nous a précisément appris à réfléchir hors de ce cadre présuppositionnel en pensant la communication comme une mise en communauté du sens de la référence et de la force illocutoire dans le cadre d'une relation interlocutive comprise comme une activité conjointe. Dès lors, si on ne parle pas d'emblée la même langue, du moins n'est-il pas interdit de penser qu'on peut en venir à parler le même langage moyennant l'aménagement de conditions qui majorent la possibilité d'une participation sémantique aussi bien de tous et de chacun à une activité conjointe. On dira bien sûr que de telles conditions sont irréalisables dans le cadre scolaire. Une salle de classe n'est pas l'agora et un cours ne ressemblera jamais à une controverse entre experts, dont acte. Mais d'une part, une relation peut n'être pas symétrique tout en étant réciproque. Que chacun n'intervienne pas du même lieu ni au même niveau n'empêche pas chacun d'avoir les mêmes droits à intervenir. D'autre part, il faut se souvenir du rôle et de l'impact des médias dans la nouvelle donne que je caractérisais en commençant, car ils pourraient ici apporter une contribution décisive, et cela doublement. D'abord parce que leur développement, je le rappelais, a contribué à diversifier les sources et les modes d'accès au savoir, jusqu'à concurrencer dans une certaine mesure la relation traditionnelle au savoir qu'incarne et que véhicule l'école. Ensuite et surtout, parce qu'il constitue désormais un dénominateur commun de notre expérience d'homme moderne, les médias sont un objet face auquel le maître n'est plus d'entrée de jeu mieux armé que ceux à qui il s'adresse. Et c'est même assez souvent l'inverse qui est vrai, à proportion d'ailleurs de l'âge de l'enseignant. Dès lors, le travail sur l'objet média peut ouvrir un espace où l'expérience propre de chacun devient une condition suffisante de sa participation effective, c'est-à-dire pour nous un espace pour l'apprentissage et la constitution de soi
comme sujet parlant et agissant dans une interaction véritablement communicationnelle. Si la parole de l'élève n'est pas d'emblée subordonnée à celle du maître, qui n'a plus ici le monopole de l'expertise, le travail sur les médias libère un espace qui devient un espace de confrontation et de transaction plutôt qu'un espace de transmission. D'où il pourrait résulter, c'est le second point, un rééquilibrage des relations de pouvoir qui les déplace de l'axe vertical de la domination vers l'axe horizontal de la participation, ouvrant ainsi une brèche en direction d'un possible recul de la violence. Car en favorisant l'expression sans prérogative des différents acteurs, le travail sur l'objet média, par exemple, permet de les réinstaller dans des relations de pouvoir effectives où chacun s'éprouve et est reconnu tour à tour comme sujet parlant et agissant, sous la juridiction d'une activité conduite en commun. Souvenons-nous de la belle définition d'Hannah Arendt. Le pouvoir correspond à l'aptitude de l'homme à agir et à agir de façon concertée. Elle induit à penser que c'est le recul ou pire le défaut du pouvoir qui suscite la confusion entre une relation d'autorité et un rapport de domination. Confusion qui est hélas explicite dans la manière dont le système est perçu et rejeté par ceux qui s'en jugent les victimes. Le pouvoir n'est jamais une propriété individuelle, poursuit Arendt, il appartient à un groupe et continue de lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n'est pas divisé. C'est donc le recul du pouvoir qui a pour corrélat l'apparition de la violence. Violence, d'abord d'une institution qui tend alors à figer une relation d'autorité du coup unilatéralement revendiquée, voire purement décrétée, en un état de domination, et violence en retour latente ou éruptive de ceux que cette institution ne parvient plus dès lors à rassembler, ni non plus à satisfaire. Ainsi, le recul de la violence dans l'institution scolaire aussi bien passe-t-il peut-être par la restauration entre les différents acteurs du système éducatif de relations de pouvoir effectives. Si le pouvoir appartient à un groupe entre les membres duquel il circule, si le pouvoir consiste en une action qui s'exerce sur d'autres actions, comme le suggérait Foucault, et non pas sur des personnes, si enfin il désigne cette capacité de l'homme à l'action concertée, alors non seulement on n'est pas tenu de limiter le pouvoir au seul fait pour certains de délimiter le champ des actions possibles de certains autres, ce qui est domination, mais on est sommé au contraire de le penser comme moyen de déterminer et de délimiter entre nous le champ de notre action commune possible. Resterait alors, et c'est le troisième point, à tirer les conséquences de ces déplacements sur la relation éducative elle-même, au double plan de la didactique des contenus et de la pédagogie des personnes. Ici encore, un travail collectif et réflexif sur l'objet média pourrait être de grande portée. D'abord parce qu'ils sont propres à favoriser, ainsi qu'on l'a vu, l'expression sans prérogative des différents acteurs, les réinstallant par là dans des relations de pouvoir effectives. Mais il y a plus. Par leur diversité et par leur pluralisme constitutif, ils sont encore propres à favoriser l'expression et la confrontation des points de vue les plus divers, voire les plus antagonistes. Ce qui est proprement s'ouvrir un chemin vers le dialogue, par le biais de l'apprentissage de la gestion d'un désaccord raisonnable, c'est-à-dire sans violence, dont le discours est alors à la fois l'instrument et le lieu. Sans doute débattre n'est-il pas encore dialoguer, mais savoir affronter discursivement le point de vue antagoniste, c'est proprement domestiquer la violence dans la forme du discours raisonnable et sensé, car la gestion discursive du désaccord exige que, au-delà de la simple reconnaissance de la différence, on aille jusqu'à accepter le droit de l'autre à se tromper, jusqu'à reconnaître que son adhésion à telle conviction peut, tout comme la mienne, et même si je la désapprouve, être à la fois libre et de bonne foi. Concession qui me contraint dès lors à donner à ma contestation la forme du meilleur argument, réconciliant par là, autant qu'il est possible, la critique et la conviction, au lieu de se contenter de la violence de la conviction, ou pire, de la violence dans la conviction, qui fait le fanatisme. Enfin, la nécessité où me place le jeu même de la confrontation, d'accepter momentanément, fût-ce pour le rejeter, le point de vue de l'autre, ouvre un espace propice à l'interrogation, voire au croisement des interrogations.
Je t'interroge sur tes raisons de croire. Je m'interroge en retour sur mes propres raisons de croire. Nous nous interrogeons ensemble sur le meilleur argument, sur la prévalence justifiée de telle ou telle position, sur la nécessité éventuelle d'un dépassement des positions initiales en une autre qu'il conviendrait alors d'inventer ensemble. C'est toute une pédagogie de la compétence interrogative qu'il serait ici nécessaire de repenser. Alors, et ce sera mes remarques conclusives, dans ce nouvel ordre des raisons, que devient la figure du maître ? On voit qu'on ne saurait la penser en la dissociant de la relation éducative dont le maître n'est jamais, après tout, qu'un des termes. On voit encore que cette figure se diversifie, se pluralise au gré de la manière dont la relation éducative se spécifie entre nous, entre le formateur et le formé, entre l'enseignant et l'enseigné, entre l'éducateur et l'éduqué. La relation est certes toujours asymétrique, mais elle varie cependant sur un point, en fonction du degré de réciprocité qu'elle requiert et qu'elle induit, dans chaque cas, entre les protagonistes. Minimale dans le cas d'une simple formation, laquelle ne vise qu'au déploiement d'une compétence particulière, accessible moyennant la maîtrise d'un ensemble de procédures et de techniques que l'exercice et la pratique suffisent à parfaire. Le formateur, c'est alors celui qui m'apprend à faire, qui par là m'adapte à telle fonction, à tel emploi, mais qui est encore celui de qui j'apprends. À qui se mêle d'instruire incombe dès lors une double tâche. Médiateur entre les savoirs et moi, il doit les adapter et les proportionner à ma capacité d'accueil, pourrait-on dire. C'est l'axe didactique. Mais médiateur entre moi non sachant et moi sachant, il doit aussi savoir jauger et juger cette capacité d'accueil, variable selon les individus et variable de moment en moment pour un même individu. En cela, toujours singulière, et c'est ce qui fait de la pédagogie, comme on dit, un art. La relation ici requiert certes une plus grande réciprocité. La compétence de l'un est ce qui permet à l'autre de satisfaire sa curiosité et son désir d'apprendre, et la sollicitude de l'un trouve sa contrepartie et d'une certaine manière sa récompense aussi dans la confiance de l'autre. Et puis il y a l'éducateur, pas seulement celui qui m'apprend, ni non plus seulement celui de qui j'apprends, mais celui avec qui j'apprends. Dans une relation où ce qui se joue n'est plus l'acquisition d'une simple compétence, ni la maîtrise de tel ou tel corpus de savoir, mais l'accès à la personne. Ici, la parole et l'exemple se rejoignent à nouveau comme ce sur quoi on se règle pour se produire, c'est-à-dire pour apprendre à obtenir de soi ce que l'on veut. Ce qui n'est rien d'autre que faire l'apprentissage de la liberté de jugement, tant dans l'ordre cognitif, apprendre à penser, que dans l'ordre pratique, apprendre à choisir. Ici, la relation requiert le maximum de réciprocité. La personne ne se réalise pleinement que dans l'aptitude à se rendre interpersonnelle, c'est-à-dire à consentir librement à participer avec d'autres à des entreprises conjointes autour d'objectifs communs. Si le dialogue où chacun tour à tour est celui qui interroge et celui qui répond, est depuis Platon l'image de la forme la plus accomplie de la relation éducative, c'est qu'il est le lieu par excellence où peut s'opérer cette transition entre l'assujettissement, qui est, quoi qu'on en ait, notre première condition, et la subjectivation, comme procès de constitution de soi, comme sujet parlant et interagissant de manière concertée et autonome, qui demeure, sinon la tâche, du moins toujours l'horizon, avoué ou inavoué, d'une véritable éducation. Je vous remercie. Merci.